Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission Sur la brèche. Une émission qui reprend des services après 2 mois d'interruption. Et pour ce numéro de rentrée, l'invité est le député frondeur de l'UPC, Daouda Semboro. Aujourd'hui à la tête du groupe UPC RD à l'Assemblée nationale RD pour restauration de la démocratie. Monsieur Semboro, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en économie. Vous êtes également titulaire d'un DSS en banque et finance. Oui. Vous êtes banquier de profession. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous faites votre entrée en politique en 2011 avec votre adhésion à l'UPC. Avant cela, on ne vous connaissait pas, en tout cas de vie militante au sens partisan du terme. Qu'est-ce qui vous a incité à franchir les grilles de l'arène politique? Je crois que c'est la question que beaucoup de gens se sont posés lorsqu'ils ont appris que j'ai été pour la première fois en 2012 inscrit sur les listes de l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, pour participer à la campagne couplée pour les législatives et les municipales en 2012. Bon, aujourd'hui la réponse est claire et je l'ai souvent répétée. Moi, je me suis engagé en politique juste à cause des populations burkinabées et principalement des populations de la Kossi dont je suis natif. C'est pour répondre à leurs aspirations, c'est parce que j'ai fait un constat quand même, c'est ce qui m'a permis de m'engager en politique. C'est un engagement assez tardif, on va dire. Non, ce n'est pas un engagement assez tardif. C'est vrai que j'ai eu une vie militante bien avant, depuis mes années d'université. J'ai milité notamment au groupe communiste burkinabé, puis au MDS. Et bon, j'ai marqué un recul plus tard pour m'occuper de beaucoup d'autres choses. Et puis, il faut dire qu'entre-temps aussi, j'ai dû aller, comme vous l'avez dit, aller faire un 3e cycle en finance et banque. Donc, ça fait que je m'étais mis en retrait par rapport à la vie politique. Du groupe communiste burkinabé à l'international libéral, c'est une trajectoire... Oui, c'est vrai que c'est un grand écart. Mais bon, ça me permet aussi de revenir sur ce qui m'a motivé à adhérer à l'Union pour le progrès et le changement, et le parti auquel j'appartiens jusqu'à ce jour. Si vous connaissez le manifeste de l'Union pour le progrès et le changement, vous devez voir que le projet qui est décliné à l'intérieur était un programme charmant, et c'est un programme qui a mobilisé en son temps beaucoup de Burkinabés, puisqu'à l'intérieur du manifeste, on professait la non-appartenance à une idéologie précise. On n'était ni de droite ni de gauche, on s'inscrivait dans le sens des aspirations profondes et réelles du peuple burkinabé. À ce stade de votre engagement politique, est-ce que vous avez des regrets ou bien est-ce qu'au contraire, vous avez la même exaltation qu'au début? Pour être sincère, il y a des moments où on se sent pris au piège, et je pense pas que je sois le seul politicien qui ait souvent cette impression. Mais des fois, quand vous retournez au niveau de votre base, au niveau des populations pour lesquelles vous vous êtes engagé, quand vous voyez l'acceptation dont vous faites preuve, quand vous voyez peut-être la situation de ces populations-là, quand vous voyez leurs attentes et que vous pensez que vous pouvez contribuer à une réponse, je crois qu'on ne regrette pas l'engagement. Et étant donné aussi qu'en politique, c'est comme vous le savez, on prend des coups un peu partout et généralement en dessous de la ceinture. Et c'est présentement l'actualité nationale le montre à souhait. Je prends des coups, je n'en donne pas. Pour l'instant, j'encaisse. J'ai cette capacité, Dieu merci. Donc, c'est la politique qui est ainsi faite. Tous les hommes politiques ont l'habitude de dire qu'ils reçoivent des coups, qu'ils n'en donnent pas. Finalement, qui en donne? Non, quand moi je dis que je n'en donne pas, je dis pour l'instant je n'en donne pas. Je n'ai pas, parce qu'aujourd'hui moi je n'ai pas de challenger à qui je dois donner des coups. Sinon, si l'occasion se présente et que je ne vais pas faire peut-être l'économie de ces coups-là. Bon, moi je pense à la situation actuelle où peut-être comme on est entre camarades du même parti, moi je m'abstiens de rentrer dans un certain jeu. C'est ce que je veux signifier. Alors, conseiller municipal en 2012, député en 2015, président du groupe parlementaire UPC à l'Assemblée nationale. Récemment, vous déménagez avec armes et bagages, avec 12 autres de vos compagnons, donc pour créer un nouveau groupe parlementaire
UPC, Renouveau démocratique. Renouveau démocratique. Oui. Mais comment vous justifiez? C'est simple. C'est comme je l'ai toujours dit, un groupe parlementaire, il faut que les Burkinabés sachent ce que c'est. Ce n'est pas un parti politique, et ce n'est pas un endroit où on véhicule une idéologie, c'est juste un cadre de travail que la résolution de l'Assemblée, qui est notre loi aussi, nous permet de constituer une fois qu'il y a 10 députés qui sentent le besoin de se mettre ensemble pour travailler. Et se mettre ensemble pour travailler ne dit pas qu'on véhicule une idéologie ou des idées politiques. Ce n'est vraiment pas ça. C'est pour pouvoir exécuter, réaliser la production parlementaire, ce pourquoi nous sommes à l'Assemblée. C'est tout. Maintenant, je vois qu'il y a des confusions qui sont faites. Un parti ne peut pas en avoir deux. On est parti du parti. Non, il faut que les gens dépassent cela. On n'a pas quitté l'UPC. On ne quittera pas l'UPC. Le deuxième groupe parlementaire, tant qu'on a 10 députés, l'UPC aurait pu en créer 3. Aurait pu créer 3 groupes parlementaires, étant donné qu'on avait 33 députés au sortir des élections. On aurait pu créer 3 groupes parlementaires. Au départ, on a créé un seul pour travailler. Mais c'est comme nous l'avons justifié dans notre conférence de presse, lorsque nous avons décidé de créer le groupe parlementaire UPC Renouveau démocratique. On a dit, le bloc de députés, de la trentaine de députés, vit une situation difficile. Il y a de la suspicion, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de vote. La suspicion est profonde et entretenue. Ça fait qu'il y a des clivages qui étaient palpables. En ce moment, le réflexe commandait ceux-là qui pensent qu'ils peuvent trouver une certaine affinité pour continuer leur travail parlementaire, peuvent se mettre à côté. Et c'est toujours des députés de l'UPC, ce n'est pas des l'UPC et des députés d'ailleurs. Et aujourd'hui, la configuration même de l'Assemblée nationale, des différents groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, le montre à souhait. Ce qu'il me plaît déjà de dire, c'est que l'ancien groupe parlementaire UPC n'est pas un groupe parlementaire homogène, à l'instar du groupe parlementaire CDP ou à l'instar du groupe parlementaire MPP. Parce que nous avons accueilli un député d'un autre parti, qui est l'UBN. On était 34, on était, je crois, 31 députés avec le député de l'UBN. Et nous-mêmes, des députés de l'UPC, nous avons envoyé 3 de nos députés dans le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale pour leur permettre de composer leur groupe parlementaire. Parce que... mais tous ces choix ont été faits quand même en accord avec le parti. Pas du tout, pas du tout. Quand on est au sortir des élections, aucune instance du parti ne s'est réunie pour dire qu'il faut mettre en place, qu'il faut créer le groupe parlementaire UPC. Aucune instance. On s'est réunis au bureau du président pour prise de contact et on a désigné le président du groupe. C'est tout. Aucune instance n'intervient. Si ce n'est pas à la faveur de cette situation. Vous avez entendu que quel parti se réunit, quelles instances se réunissent pour désigner le groupe parlementaire. Nos textes ne le disent pas et les textes de l'Assemblée ne l'exigent pas. Oui, mais il ne demeure pas moins que le travail de la production législative pour laquelle vous êtes commis, oui. Vous êtes commis quand même au titre de l'UPC, même si le mandat impératif est nul. Non, si le mandat n'est pas impératif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes d'accord que le mandat n'est pas impératif, ça veut dire qu'une fois qu'on est élu, on est élu sous la bannière d'un parti, jusqu'à ce qu'il y ait, à une époque récente, où il n'y avait pas les candidatures indépendantes, on est toujours élu sous la bannière d'un parti. Mais une fois que le mandat est validé, on devient un député national. Et je crois que c'est pour soustraire le député du diktat de son parti qu'on lui dit son mandat n'est pas impératif. À lui tout seul, il représente l'ensemble de la nation. Toute la nation n'est pas UPC, toute la nation n'est pas MPP, toute la nation n'est pas CDP. Si on dit le député à lui tout seul représente l'ensemble de la nation, c'est pour montrer cette indépendance du député dans ses choix, dans les votes, parce qu'on lui a suffisamment fait confiance pour représenter une circonscription électorale dans laquelle il a présenté un programme, le programme peut-être de son parti, mais pour représenter ces populations-là, il devient un député de la nation. Mais la réalité politique voudrait aussi que le député, dans son travail de tous les jours, concourt justement à ce que son parti accède au pouvoir d'État. Je ne pense pas que ce soit le rôle ou la mission du député de concourir à ce que le parti accède au pouvoir d'État. C'est de défendre les intérêts de la population. C'est ça.
des intérêts de la population, et étant donné qu'il est issu d'une circonscription électorale, il est supposé connaître mieux les aspirations, les besoins de cette population-là. Pour l'essor du parti, c'est vrai que les députés sont la vitrine du parti. Mais leur rôle premier n'est pas de permettre à leur parti d'accéder au pouvoir d'État. Mais les prestations que nous faisons, les positions que nous prenons peuvent être en conformité avec le programme de société du parti. Ça, on n'en disconvient pas. Mais ce n'est pas le groupe parlementaire qui incarne à lui tout seul cela. Le groupe parlementaire, rappelons-le, c'est juste un cadre de travail. Ce n'est pas un parti. Il n'y a pas d'idéologie véhiculée dedans. C'est ce que je m'en allais vous dire lorsque je parlais de PJRN. Il y a aussi le groupe parlementaire Burkindlim, où 8 partis composent, les députés de 8 partis composent ce groupe. C'est quelle idéologie ils vont y véhiculer? C'est qui ils vont promouvoir pour prendre le pouvoir, pour accéder au pouvoir? Le groupe Paix, Justice et Réconciliation Nationale, où l'ADF a 3 députés, l'ANAFA 2 députés, le CDP 3 députés, l'UPCI a envoyé 3 députés sans se référer au bureau politique national ni à aucune autre instance. Là-bas, c'est quel parti, la promotion de quel parti on fera pour lui permettre d'accéder au pouvoir, M. Koulibaly? Je ne pense pas que ce soit ça. En tous les cas, dans l'opinion, certains ne sont pas loin de penser que la création du groupe UPC-RD est une forme de transhumance politique, et que c'est même la peur de tomber sous le coup de la loi sur le nomadisme politique, avec le risque de perdre votre mandat de député qui fait que vous ne démissionnez pas du parti. C'est légitime de penser cela. Mais nous, on l'a dit, nous sommes UPC et UPC nous resterons. Il faut le dire, il faut que les gens comprennent aussi, quand ils regardent le groupe des 13 là, la chose la plus importante à leurs yeux n'est pas forcément leur mandat. Il faut que les gens comprennent ça. Et moi, personnellement, qui vous parle, je suis le cas que je connais le mieux. Le mandat que j'exerce, j'avais déjà défini des conditions et prescrit une durée pour ce mandat-là. Mais je ne l'ai communiqué à personne. C'est moi qui le sais, mon employeur aussi le sait. Mais dans ces circonstances, j'ai pris un autre engagement. Le mandat, là, ce n'est pas ce qui est le plus cher à nos yeux. La création du groupe parlementaire a posé des problèmes propres au bloc de députés que nous sommes à l'Assemblée. Nous n'avons pas touché à un seul problème qui relève du parti. Nous avons posé seulement des problèmes qui sont liés à notre vie à l'Assemblée nationale et à notre activité à l'Assemblée nationale. Les gens peuvent effectivement en avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est nouveau, ça ne s'est pas encore vu. Et depuis les années 91, avec la démocratie, l'avènement de la démocratie, les gens n'ont pas vu un parti d'opposition dans lequel on décide de créer deux groupes parlementaires. C'est vrai qu'ils ont peur de l'inconnu et les gens ont vite fait les supputations et les pensées que c'est une forme de migration. Ce n'est pas du tout cela. Si c'est le cas, pourquoi vous ne prenez pas le pari sur l'avenir pour regarder ce groupe-là à l'ouvrage et se faire une meilleure opinion? C'est ce à quoi moi j'invite les militants de l'UPC, les responsables de l'UPC, et en prenant l'ensemble de la population à témoin. Dans le fond, est-ce qu'il n'y avait pas une autre alternative à la création de ce groupe? Vous pensez à laquelle? C'est vous qui êtes dans l'UPC. Mais non, je vous dis, moi je suis président du groupe parlementaire, et de l'ancien groupe parlementaire. Et je suis aujourd'hui le président du nouveau groupe parlementaire. Vous comprendrez que si j'en suis arrivé à aller d'un groupe parlementaire à un autre, c'est qu'il y a eu des moyens qu'on a épuisés. Moi, je ne vais pas venir, je considère jusqu'à présent que c'est un problème interne qu'on aurait pu régler à l'interne, sans avoir besoin d'étaler ça sur la place publique. Parce que nous sommes allés voir le président, nous lui avons dit, nous avons créé un autre groupe parlementaire. Voilà, aujourd'hui, tu as 2 groupes parlementaires. Travaille à tirer le maximum de profit de ces 2 groupes parlementaires-là. Parce que la création du groupe parlementaire n'est pas comment dirais-je, du pouvoir du président, ce n'est pas une autorisation qu'il nous accorde, non, ça n'a rien à voir. Notre résolution ne parle même pas de parti politique ni d'instance de parti politique pour la création d'un groupe parlementaire. Mais nous sommes allés le voir, nous lui avons dit, nous avons créé le groupe. Peut-être la démarche est critiquable, mais nous l'avons fait. Aujourd'hui, il a 2 instruments qu'il peut utiliser à bon escient s'il le désire. Nous n'avons pas voulu aller quelque part, nous sommes des députés de l'UPC. Et jusqu'à présent, on ne nous a pas vu à l'œuvre pour dire que voilà, nous sommes devenus... moi, j'ai lu dans la presse que nous sommes phagocytés par les MPP, nous sommes mus par le MPP. Voyez-vous, au MPP, est-ce qu'ils ont donné suffisamment les postes à ceux-là qui sont là-bas déjà, les militants de première heure du MPP? Est-ce qu'ils sont servis, ils ont été suffisamment servis pour que nous, on pense qu'on va aller, comme vous l'avez dit, déménager armes et bagages pour aller nous y retrouver là-bas? Quand même, regardez-nous, on n'a pas besoin de ça.
En tous les cas, le bureau politique national de l'UPC, au cours d'une session extraordinaire, tenue le samedi 14 justement, a estimé que le refus de réintégrer le groupe parlementaire UPC, le groupe originel dont vous étiez le président, s'assimile à une démission de fait. Comment est-ce que vous réagissez? Ben, je pense qu'ils n'ont qu'à revoir leur copie. Est-ce que le groupe parlementaire qu'ils nous demandent de rejoindre là, c'est eux qui ont présidé à sa création? C'est eux qui ont instruit de le créer? Le BPN n'a pas instruit. Moi, je suis membre de BPN avant de devenir député. On ne s'est jamais assis pour créer un groupe parlementaire. Tous ceux qui sont avec moi, il y a beaucoup, il y a 2 vice-présidents du parti dans le groupe, il y a 4 députés maires dans le groupe, et tous, ils sont membres du BPN. Personne ne vous dira qu'on s'est assis un seul jour en BPN pour dire qu'il faut créer un seul groupe parlementaire ou bien il ne faut pas créer 2 groupes parlementaires. Pourquoi ils vont donner une injonction de rejoindre l'ancien groupe? Et qu'est-ce qu'ils font de la loi de l'Assemblée qui autorise librement la création du groupe parlementaire? Qu'est-ce qu'ils en font? On a décidé déjà de ne pas respecter les lois de la République. Et je ne pense pas que notre parti ferait ça. Je ne crois pas. En tous les cas, une déclaration imputée à des militants de Oué stipule que votre comportement est attentatoire aux valeurs morales et politiques de l'UPC. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. À Gawa, dans le Poni, des militants ont marché le 12 octobre dernier pour réclamer leur mandat confisqué. Je mets confisqué également entre guillemets. Oui. Même chez vous, dans la Koussi, 776 militants et sympathisants, si on se réfère en tout cas à ce qui a été publié par nos confrères de Net Afrique, auraient en tout cas dit qu'ils se désolidarisent de votre action. Comment est-ce que vous recevez toutes ces réprobations? Non, ça m'amuse. À Gawa, quand 27 personnes se réunissent pour marcher pour réclamer un mandat de quelqu'un qui a été élu avec 10 000 voix, c'est ridicule. Quand je prends chez moi, on dit qu'il y a une pétition de 776 personnes qui ont dit qu'ils se désolidarisaient de moi. Mais cette pétition, vous avez pu suivre aussi le développement sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui ne sont même pas de l'UPC qui sont allés. Vous avez vu la liste des 776, ce n'est pas une page seulement avec des empreintes digitales, 5 ou une dizaine d'empreintes digitales. On a dit que c'est dans le village de Ouété, ils sont allés flatter les braves paysans, les pauvres femmes, pour leur dire qu'on va leur accorder des prêts pour recueillir leur émargement. Ces femmes étaient hier à Nouna pour se plaindre. Vous n'avez pas suivi ça? Hier, il faut suivre ça. Mais c'est de la mascarade. Les militants de Bobo, ce qu'ils pensent, mais ils ont raison de le penser. Mais au fond, qu'est-ce qu'on est en train de poser? Le mandat, si c'est dans la rue qu'il se donne, ben, on peut comprendre qu'ils se prennent dans la rue. Mais ce n'est pas comme ça. Il y a des procédures pour obtenir ou perdre un mandat. Nous ne sommes dans aucun de ces cas de figure-là. Donc c'est de l'amusement. C'est le problème de l'UPC là. Là où on n'a pas commencé le dialogue pour régler le problème, là, on finira par là. Et il faut que les responsables du parti intègrent cela. Sinon, toute l'énergie qui est déployée, la situation à laquelle on est arrivé ne rime à rien et ne permettra d'engranger aucune chose bénéfique au parti. Aujourd'hui, là, il faut regarder les problèmes que nous avons posés et ne pas regarder autour. La réalité veut qu'on se focalise sur les problèmes que nous avons évoqués concernant notre vie de député. Pour ce qui concerne les problèmes du parti, moi je l'ai dit, mes camarades le pensent aussi, c'est les instances du parti qui doivent s'en saisir, poser le diagnostic, proposer les solutions. Petit à petit, si cette situation n'est pas bien négociée, si on n'ouvre pas les yeux conséquemment sur cette situation, on en arrivera à cela. Nous, on n'a pas voulu évoquer des problèmes du parti. Mais finalement, le résultat qu'on risque d'obtenir, c'est bien ça. C'est bien l'examen de la situation, des problèmes réels du parti. Parce qu'on ne peut pas dire occulter les problèmes du parti. Le président l'a dit, Zéphirin Diabré l'a dit lors de sa conférence de presse que la crise a commencé dès le lendemain des élections présidentielles couplées, et législatives couplées. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. S'il a situé cette origine là-bas, moi je n'ai pas situé l'origine de nos problèmes, mes camarades n'ont pas situé l'origine de nos problèmes à ce niveau-là. Des gens sont partis, des membres fondateurs aujourd'hui du parti, les dizaines de membres fondateurs aujourd'hui du parti, ils sont combien qui restent dans le parti? S'il n'y a pas de problème, alors moi je ne comprends plus. Qu'est-ce qu'il faudra qu'il y ait des problèmes? Vous êtes au courant, vous êtes de la presse. Les gens qui sont partis, les gens qu'on a démissionnés, ils sont combien? C'était des membres fondateurs, parfois des présidents, tels que Arwan Wali, c'est des vice-présidents. Aujourd'hui, dans le nouveau groupe parlementaire, il y a 2 vice-présidents du parti, Mme Korbego Fatimata et l'honorable Zouré Jean-Célestin. C'est des vice-présidents du parti, un vice-président de l'Assemblée nationale. Et vous pensez toujours qu'il n'y a pas de problème à régler? Kiemde qui est membre fondateur et membre fondateur également du parti, qui a été exclu du parti. Arman Wali, Bruno Kafando. Mais
si tout ça, des gens viennent se mettre ensemble pour créer un parti et finissent par se séparer de cette façon, s'il n'y a pas de problème à régler sur lequel il faut se pencher, alors moi je ne comprends plus rien. En tout cas, depuis la création du groupe UPC-RD, Simboro et ses 12 apôtres, pour utiliser l'expression de mon confrère de l'Obs, en tout cas portent tous les péchés, on va dire, de l'UPC. Il ne vous a pas échappé l'ensemble des qualificatifs qui ont été utilisés pour parler de vous et de votre action. Mais je voudrais qu'on s'arrête sur une en particulier. On vous dit mégalomane ambitieux. Comment est-ce que vous réagissez à ce... Mais c'est bon, je note que c'est une facette de mes camarades que je suis en train de découvrir. C'est ce que j'ai dit, hein. J'ai choisi de ne pas rentrer sur ce terrain-là. Donc je ne vais pas répondre à tous les sobriquets qu'il me prête. Mais qui n'est pas ambitieux en entrant en politique? Du simple militant, au conseiller, au député, peut-être même au président du parti. C'est qui n'est pas ambitieux? Les autres ont le droit d'être ambitieux, de développer leur ambition. Simboro et ses 12 apôtres ne l'ont pas. C'est ça on dit, il n'y a pas de démocratie interne. Si vous stigmatisez des gens pour leur refuser les droits que vous avez, il y a un problème et c'est ce problème qu'on demande de regarder justement. Mon ambition c'est quoi aujourd'hui? Je suis député. On dit que je vais être ministre, c'est ça? Mais je ne prends pas mes bagages pour aller au gouvernement. Si on doit désigner des ministres, est-ce que c'est Simboro qui va aller confectionner la liste des ministrables pour aller au gouvernement? C'est les instances du parti qui vont désigner les ministres. Et qu'est-ce que moi je fais pour que ce soit moi qui sois ministre? Si c'est un travail que je fais pour être en pole position, pour être ministre, je trouve que c'est légitime et c'est ce qu'on doit demander à tout militant. Si c'est un autre, c'est légitime et c'est ce qu'on doit demander à tout le monde. La concurrence saine, à travers le travail et ce que nous montrons, si ça permet que tu ailles au gouvernement et que le parti a décidé d'aller au gouvernement, moi je ne vois pas cela en mal. Si nous n'étions pas ambitieux, le président ne nous appellerait pas parce qu'on n'allait pas travailler même à être député. Il faut accepter l'ambition. Ma position a été et demeure celle de participer au gouvernement. Je suppose que vous reconnaissez dans ces propos qui ont fait la une du journal Le Pays du mardi 17 octobre. Oui. Or, cette position, elle était minoritaire au sein de l'UPC. J'ai dit... Elle était minoritaire. La question était précise. Oui. Et je n'ai pas apprécié la manchette du pays lorsqu'il s'est focalisé sur ce bout de phrase. Ce bout de phrase rentre dans un contexte précis. C'était en réponse à une question. Au lendemain des élections, quelle a été votre position? Et j'ai répondu que ma position, j'étais avec ceux-là qui disaient qu'il fallait aller aux élections. Je ne veux pas développer des choses. Mais vous avez été mis en minorité. Je ne veux pas développer des choses ici. Et j'ai dit dans le même interview qu'il y a eu machination. Mais je ne vais pas revenir sur des choses ici parce que je les considère internes à l'UPC et que je ne vais pas les ajouter à la situation qui provoque déjà. Mais aujourd'hui, demander à n'importe quel militant, comment dirais-je, au fait des choses, cette posture-là n'est plus minoritaire. Mais moi, je ne vais pas donner des détails sur ce cas précis. Et il appartient, comme je le dis, aux instances du parti de décider d'y aller ou pas. Moi, par honnêteté intellectuelle, je reconnais que ma position était celle d'aller au gouvernement, celle de participer au gouvernement. Participer au gouvernement ne veut pas dire que c'est Simboro qui participe au gouvernement. C'est l'UPC qui participe. Ma position était que l'UPC participe au gouvernement. Mais en fait, c'est la question de la démocratie interne au sein du parti. Dès lors où vous défendez une position qui théoriquement est censée être minoritaire, et que par la suite vous sortez pour créer un groupe, on pourrait à contrario vous opposer l'argument selon lequel vous n'avez pas accepté justement cette dictature de la majorité. Voilà pourquoi est-ce que vous êtes sortis. Mais est-ce que tous les 13, tous les 12 autres qui sont avec moi vous ont dit que leur position est d'aller au gouvernement? Demandez à Palinfo Kodjo Jacques quelle était sa position. Tous les 12 qui sont, nous n'avons pas une position uniforme. Les 13 là, renseignez-vous, vous les connaissez, vous avez la liste, demandez-leur. Si tous, aujourd'hui, au jour où on est en train de parler là, si leur position est d'aller au gouvernement, j'ai donné ma position que je connais et ma conviction de leur. Pour les autres, je n'ai pas parlé. Et aujourd'hui, vous continuez à penser qu'il fallait aller au gouvernement? Aujourd'hui, la position de l'UPC, vous le savez, est inconfortable. Sa situation au CIFOP, sa situation par rapport à ceux qui ont fait l'insurrection, c'est clair, notre situation est inconfortable. Le confort ne pourrait pas venir de rester, par exemple, actuellement, dans la configuration actuelle du CIFOP.
Le confort pourrait être facilement justifiable aux yeux de tous ceux-là qui ont assisté à l'insurrection, de tous ceux-là qui ont fait à l'insurrection, qu'on soit du côté de la majorité des forces qui sont restées proches de l'insurrection, de l'esprit de l'insurrection. Moi, c'est ça ma conviction. Mais maintenant, c'est comme vous l'avez dit, il y a des règles démocratiques qui régissent le fonctionnement du parti, qui régissent le fonctionnement des instances. Depuis 2016, est-ce que quelqu'un m'a entendu dire, voilà, et je ne suis pas d'accord, il faut, avec la démocratie, la majorité a choisi qu'on reste à l'opposition, moi je ne suis pas d'accord et que j'ai fait une activité, ou que l'un des 12 qui sont avec moi l'ait fait. On a accepté cette dictature de la majorité. Mais ça n'empêche pas que nous pensions autrement. La dictature de la démocratie ne doit pas étouffer notre faculté de penser. Ça, c'est nous tuer et nous enlever toute liberté. Non. Permettez-nous de nous penser et de comparer, de confronter notre conviction d'avant avec l'évolution des choses actuellement. Au regard des antagonismes entre vous aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une issue raisonnable à cette crise? Il y a une issue. Et l'issue appartient au président et c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, la personne qu'on a le plus induit en erreur, c'est Zéphirin Diabré. Il a mis de l'émotion dans la gestion de cette affaire. Je pense qu'avec l'évolution de la situation, je pense qu'avec les multiples actions qu'ils ont entreprises qui ne peuvent pas porter fruit et qui ne porteront pas fruit, nous allons nous asseoir, lui et nous, 13, d'ailleurs nous lui avons envoyé une lettre, après qu'il ait fait sa déclaration d'apaisement, son appel à l'apaisement, nous lui avons envoyé une correspondance pour lui dire, là, avant, il y avait un contexte sécuritaire qui faisait que nous n'étions pas prêts à aller dans un BPN pour aller discuter. Mais aujourd'hui, avec l'appel à l'apaisement, s'il le souhaite, nous sommes disposés à échanger pour trouver une issue heureuse à cette situation, que nous n'avons pas voulu. Nous n'avons pas voulu lui donner cette proportion, nous n'avons pas voulu lui donner cette ampleur. Maintenant, s'il veut bien qu'on en parle, on en parlera. Et c'est aujourd'hui, tout le monde doit se rendre compte que chacun a géré la situation avec émotion et qu'on peut toujours rattraper la situation. Et la clé est entre les mains de Zéphirin Diabré pour peu qu'il se départisse de tout ce qu'on est en train de lui dire de gauche à droite et de la phobie de perdre son parti, ou bien que de voir des mains extérieures à son parti. Alors, on s'arrête là sur les questions relatives à la crise à l'UPC. Tout autre sujet à présent, et on évoque la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. On apprend que ce 19 octobre, des assaillants ont incendié une école dans la commune de Nassoumbou, dans le Soum. Aujourd'hui, c'est un acte, on va dire, cet acte, c'est quasiment un fait divers. On relève également dans l'actualité que la France a offert du matériel militaire au bataillon burkinabé de la force conjointe du G5 Sahel. Comment est-ce que vous réagissez à ces informations? Non, c'est dire que l'attaque de Nassoumbou relève du fait divers déjà, c'est dangereux et puis c'est inquiétant à la fois. Pourquoi? Parce que c'est vrai que depuis avant, nous regardions le terrorisme développer ses métastases ailleurs. Mais depuis pratiquement quelques 2 années, ça a commencé à devenir des situations récurrentes au niveau du Burkina. C'est la récurrence peut-être du phénomène qui peut qui peut laisser penser que c'est devenu des faits divers. Mais en réalité, c'est clair, une fois que les terroristes ont jeté leur regard sur vous, vous êtes obligé d'apprendre à vivre avec un certain nombre de situations. Parce que quand on dit que ça relève du fait divers, je ne crois pas que ce soit le cas soit un fait divers pour les populations de Nassoumbou et du Nord en général. Je ne crois pas que ce soit une sinécure aussi non plus pour nos forces de défense et de sécurité. C'est un problème qui est pris à bras le corps, je pense. Et c'est ce qui d'ailleurs justifie le fait que la France donne du matériel, et dans le cadre du G5 Sahel, là, du matériel à la partie burkinabé. C'est aujourd'hui aussi, ça pose le problème en réalité auquel désormais nous allons faire face, et les populations et les gouvernants. Aujourd'hui, la situation, les populations font face, par exemple, à une volonté de changer leur habitude de vie. Ça, c'est très difficile, et ça, tant que ce n'est pas fait volontairement ou bien dans le sens de leur bien, c'est difficilement acceptable. L'autre chose est qu'il faut que nos gouvernants se résolvent à mettre en avant des critères de bonne gouvernance, parce que c'est ça aussi qui donne le terreau, et un terreau fertile au terrorisme. Il faut qu'on leur enlève
ces raisons, ce terreau fertile-là, en prenant vraiment le soin de déployer des politiques publiques qui permettent de résorber le chômage, qui permettent d'occuper les jeunes, qui permettent de prendre en compte les besoins primaires, les besoins sociaux de base, et puis maintenant de donner des cadres d'émancipation aux populations. Justement, il y a un forum national sur la sécurité qui est en préparation. Il a été précédé de forats régionaux qui entend en tout cas réunir l'ensemble des acteurs pour réfléchir sur les enjeux, les défis sécuritaires au Burkina. Vous pensez quoi de cette initiative? Mais moi, je pense que l'initiative est tardive. Pourquoi c'est aujourd'hui on est en train de penser à cela? On a trop pris du temps. Moi, je me rappelle en 2016, quand on a demandé s'il y a une stratégie sécuritaire dont disposait le ministère en ce moment c'était le ministère de l'Intérieur et la Sécurité, le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité intérieure. On nous avait dit que c'était en gestation. Mais aujourd'hui, c'est maintenant que c'est en train d'être déployé. Mais comme on le dit, il vaut mieux tard que jamais. C'est toujours bien de le faire. L'idée en elle-même, pour moi, est une idée salutaire. Et la démarche également peut être appréciée. Parce que si on va dans les régions, on prend les préoccupations, on relève les propositions, on identifie des acteurs qui sont disposés, par exemple, à accompagner le processus de mise en œuvre, de mise en place d'une politique sécuritaire. Je pense notamment, par exemple, aux populations et, par exemple, à la chefferie, à la contribution de la chefferie traditionnelle, qu'il faut peut-être ne pas perdre de vue. Je pense que la démarche est bonne, de récupérer les préoccupations au niveau des régions et de venir au niveau central et étoffer le diagnostic pour poser les vrais problèmes. L'UNAPOL, le syndicat des fonctionnaires de police, dit que le forum ne les intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi ils disent que le forum ne les intéresse pas, parce qu'aujourd'hui la question de la sécurité n'est pas le seul fait, n'est pas l'apanage des seules forces de défense et de sécurité. Moi je dis par exemple dans le Nord aujourd'hui, si vous ne pouvez aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut mettre en avant le renseignement par exemple. Mais le renseignement, le soldat ou le policier ou le gendarme qui va dans une localité, il faut qu'il s'adresse bien à quelqu'un pour avoir un renseignement. Mais si cette personne ne se sent pas en sécurité ou bien en confiance vis-à-vis de celui qui lui demande le renseignement, est-ce qu'il va donner ce renseignement? L'autre chose, c'est la prise en compte, par exemple, des chefs religieux. Il y a, par exemple, la culture ou les traditions dans certains, les us et coutumes ou les traditions dans certains milieux qui font qu'il est indispensable d'aller vers les chefs religieux, par exemple, ou bien les chefs coutumiers. Moi, je prends l'exemple du Nord, où, par exemple, chez les Peuls, par exemple, la chefferie ou l'émirat, ils sont très respectueux de ces choses-là, et ils ont une crainte bleue, par exemple, du policier ou du gendarme, parce que dès qu'il est en tenue, dans leur idée, il représente la force, et ils n'aiment pas la force. Par contre, si c'est l'émir ou le chef qui dit, voilà comment on va s'organiser désormais. S'il y a un problème, venez nous dire, et nous, on va nous adresser à qui de droit pour essayer de régler le problème. Ça peut fonctionner. Et c'est dans les forats régionaux comme ça qu'on peut obtenir cette démarche et par exemple ces idées et ces acteurs-là. Alors, le rapport 2016 de l'autorité supérieure de contrôle d'État, voilà, et de lutte contre la corruption est tombé. Luc Maurice Ibriga, en tout cas, note une amélioration dans la gestion. Mais il relève cependant que les carburants et les lubrifiants constituent le ventre mou, on va dire, de la gestion. Comment est-ce que vous avez accueilli ce rapport-là? Bon, quand j'ai vu ce rapport, j'avoue que déjà, quand on fait un audit, en général, on met peu l'accent sur les avancées, sur les améliorations, sur ce qui est positif. On cherche la petite bête, et la petite bête qui permet peut-être de réprimander ou de redresser les choses. Moi, j'ai apprécié ce rapport-là parce qu'il a mis en avant des choses qu'on peut comptabiliser positivement pour l'État et le gouvernement. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Quand je prends la proportion, par exemple, relative à la commande publique, on dit qu'en 2015, l'ensemble des marchés de la commande publique passés par la procédure de gré à gré ou bien par entente directe était de presque 55% de l'ensemble des marchés et de la commande publique. Et qu'en 2016, cette proportion est tombée de 55% à 15,47%. C'est une progression énorme. C'est un pas qui a été fait. L'autre avantage, c'est qu'on dit que cette proportion est proche de la norme communautaire UEMOA. C'est encore bien. Mais il y a un mais, c'est au niveau du carburant.
Et je pense que ce qui est engagé au niveau du carburant et qui est récriminé est à plus de 98% imputable à la seule présidence du Faso. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ce que les autorités ou les responsables de la présidence du Faso aussi devraient faire, c'est de prendre en compte, les éléments, par exemple, de ce rapport-là, pour améliorer leur gestion de cette institution, la gestion de cette rubrique précise de carburant. Moi, je pense qu'à leur place, j'aurais accueilli favorablement et positivement le rapport 2016 de l'ASE-LC. Alors, le chef du gouvernement, Paul Kaba-Thiéba, a présidé ce jeudi un colloque international sur la gouvernance. Est-ce que c'est un signe pour vous d'une volonté politique d'améliorer la gouvernance, de traduire dans les faits le plus rien ne sera comme avant du Burkina post-insurrectionnel? C'est évident. Je crois que c'est évident. Qui que ce soit, qui en tant que chef de gouvernement, aujourd'hui, la bonne gouvernance est un impératif. Peut-être que la volonté d'y aller, on ne demande même pas d'avoir la volonté d'y aller, c'est un impératif, ce n'est même plus une nécessité. Parce que nous faisons face aujourd'hui à des situations un peu multisectorielles qui obligent les gouvernants à aller vers la bonne gouvernance. Mais ce qu'il faut relever, c'est que généralement, quand on parle de bonne gouvernance, on voit que les responsables des départements ministériels, le gouvernement et autres. Mais la bonne gouvernance, en réalité, doit être implémentée à tous les niveaux, et à tous les acteurs de la vie publique et de la vie publique et politique. Par exemple, le plus rien ne sera comme avant. C'est dit que c'est la détermination à changer, n'est-ce pas? Moi, ça me rappelle cette histoire que j'ai vue récemment sur les réseaux sociaux, où un monsieur est à un podium en s'adressant à une foule. Il demande à la foule qui veut changer et qui veut le changement. Tout le monde lève la main. Qui veut changer? Personne ne lève la main. Alors, ce n'est pas le seul fait du gouvernement, c'est nous tous ensemble qui devons changer pour tendre vers la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, Paul Kaba-Thiéba, qu'il le veuille ou non, il doit tendre vers la bonne gouvernance et il a la chance d'avoir abrité ce colloque et qu'il n'aille pas comme pour inaugurer simplement des chrysanthèmes, qu'il aille pour prendre effectivement des résolutions, des conclusions pour en faire les siennes et travailler dans ce sens. S'il le fait, ce serait louable. S'il ne le fait pas, le prochain forum sur la bonne gouvernance, on lui rappellera qu'il y a eu des choses qui lui ont été données, mais qu'il n'a pas utilisées à bon escient. Alors, sur le front judiciaire, c'est la liberté provisoire communiée en résidence surveillée accordée au général de gendarmerie Djibril Bassolé, inculpé dans le dossier du putsch du 16 septembre, qui crée en tout cas la controverse. Le MBDHP, qui appelle ses militants à une marche-meeting ce 4 novembre en réponse à cette situation, n'est pas loin en tout cas de penser que cette décision fait le lit de l'impunité. Le comité de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire, lui, parle, et là je cite, d'une remise en cause des acquis et attentes de l'insurrection et de la résistance victorieuse réalisée par notre peuple. Est-ce que vous comprenez ces prises de position? Est-ce que vous y adhérez? D'une façon générale, moi je comprends la soif de justice que les Burkinabés expriment. D'une façon générale. Mais je dis aussi, que ce soit à nos OSC, que ce soit à nos structures ou aux individus, il est souvent difficile d'avoir une chose et son contraire. Depuis les assises nationaux sur la justice, on s'est battu pour avoir une amélioration de la justice, l'indépendance de la justice. Moi, je ne suis pas juriste. Moi, je ne connais pas véritablement les dessous de cette affaire. Mais je pense que la justice a été dynamique déjà dans la gestion de cette affaire de liberté provisoire. Parce qu'initialement, nous avons tous appris qu'une liberté provisoire a été accordée au général Djibril Bassolé. Et sur la chambre de contrôle de la justice, de la justice militaire, par la chambre de contrôle de la justice militaire. Et qu'avant même que ce ne soit exécuté, le commissaire du gouvernement a attaqué cette décision d'octroi de liberté provisoire qui a été commuée en résidence surveillée avec des clauses précises. Moi, je note déjà du dynamisme au niveau de la justice, dans la gestion du dossier. Aujourd'hui, les Burkinabés s'interrogent. Le 16 septembre dernier, ça faisait 2 ans
Oui. que le putsch a été commis. Oui, je suis d'accord avec. Je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai dit je comprends la soif impliquant aussi l'impatience de voir le dossier vidé. Mais ce que je dis, là où il faut peut-être faire attention, quand je dis bon d'avoir une chose et son contraire, quand la justice prend des décisions, cette décision n'est pas toujours en adéquation avec les attentes de toutes les parties. Mais elle est en phase avec les attentes de certains d'un certain nombre de personnes ou de partis. Mais c'est ce que aujourd'hui, ce que nous devons éviter, c'est de condamner à l'avance ou de voir exécuter une sentence que nous attendons. Est-ce qu'aujourd'hui vous direz que la justice burkinabé est en phase avec les attentes de l'insurrection? Moi, je me garderai d'apprécier la question de cette façon. Parce que la justice burkinabé ne fait pas qu'une seule chose. C'est vrai, le dossier du coup d'État, et comme bien d'autres dossiers, les dossiers des crimes économiques et autres, et même les dossiers de l'implication du dernier gouvernement et autres. Ça veut dire c'est un ensemble de choses sur lesquelles le citoyen lambda peut avoir l'impression qu'il s'agit, par exemple, comment on dit, quand on vous prend de flagrant délit, par exemple. Puisqu'on dit tels sont les acteurs, il y a eu un coup d'État, tout le monde a vécu le coup d'État, donc il faut vider la question très vite. Mais la justice a son rythme. C'est vrai, personnellement, je souhaiterais que la justice aille vite dans l'instruction du dossier pour libérer tout le monde, pour libérer les familles des martyrs, pour libérer, par exemple, ceux qui sont accusés à tort, ceux qui, par exemple, qui ne sont pas incriminés. Parce que comme tous les Burkinabés, tous ceux qui sont, par exemple, impliqués dans cette affaire de coup d'État ou bien dans d'autres affaires pendant devant la justice, bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie. Maintenant, combien dure cette présomption d'innocence? Quel rythme et quel est le rythme auquel, par exemple, la justice traite ces dossiers? C'est ça qui est posé sur la table. Mais ce que je dis, aujourd'hui, l'important, ce n'est pas tellement qu'une frange de la société civile sorte pour monter au créneau. Bien sûr, ils sont les vigies, ils ont un rôle de vigie. Ils doivent, moi je pense, et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit leur action, c'est de la vigie qu'ils sont en train de faire pour s'assurer que la justice, en dernier ressort, va dire le droit, rien que le droit, et que ce ne serait pas une prime à l'impunité. Moi je crois que c'est dans ce sens-là que s'inscrit leur action. Ce n'est pas pour déjà dire qu'ils sont coupables, il faut les condamner, non. Alors, ce dimanche 15 octobre dernier, l'on a commémoré le 30e anniversaire de la disparition tragique du capitaine Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. Des commémorations, on va dire, devenues rituelles depuis le temps que ça dure. Qu'est-ce que vous retenez de cet héritage-là et comment est-ce que vous voyez un peu toutes ces commémorations? Déjà, il faut dire que 30 ans après, Sankara continue d'être une icône. Il continue d'être celui qui a eu un peu raison de vouloir mettre le Burkina sur un sentier un peu trop tôt et peut-être trop seul. Donc moi je pense qu'il faut reconnaître la valeur de cet illustre président, qu'aujourd'hui les jeunes qui sont en train, par exemple, de s'inscrire, de chercher à le connaître, de s'inscrire dans son sillage, ne l'ont même pas connu ou n'étaient pas nés quand il disparaissait. Donc moi je crois que chaque année, les hommages qui lui sont rendus sont moins sensibles même au Burkina qu'ailleurs. Par exemple, si je me réfère, par exemple, le RFI a accordé une semaine entière à la célébration de ce 30e anniversaire. Bon, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Et aujourd'hui la situation a évolué. On est en train d'évoluer vers la création d'un mémorial pour le disparu. Et je sais aussi qu'il y a peut-être de petites polémiques là-dessus, quand la famille veut que ce ne soit pas au conseil et que le comité international pense que c'est là-bas, c'est proche de l'université, on peut mettre des infrastructures autour pour éduquer les jeunes générations et les générations futures à l'idéal de Sankara. Bon. Mais personnellement, j'ai mon avis. Moi, je pense que Sankara a échappé aujourd'hui à sa famille. Il a une dimension internationale qui ne relève pas de sa seule famille, même si je comprends la douleur et peut-être ce que ça leur rappelle qu'on construise le mémorial, qu'on édifie le mémorial dans ces lieux-là. Je le comprends. Mais si les ambitions qui sont derrière permettent... Il n'est pas non plus le seul mort du Conseil.
qui n'est pas non plus le seul mort du Conseil. Et si les ambitions d'édifier le mémorial prennent en compte d'autres projets pour l'implication ou l'éducation des générations futures, bon, moi je pense qu'il faut que la famille peut-être revoie sa posture pour pouvoir favoriser cela. En somme, ce que je dis, et ce que Sankara a incarné et continuera d'incarner, c'est vraiment, comment dirais-je, la fierté et la dignité du peuple burkinabé qui se traduisent à travers lui. Et moi, je crois que le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre à ce jour, c'est effectivement de lui rendre déjà justice. Alors, hors de chez nous, on a peut-être 1-2 minutes pour parler rapidement du Togo, qui est secoué par une crise sociopolitique assez violente, on va dire. En tout cas, le pays compte ses morts. Le soulèvement déclenché depuis le 19 août dernier, sous l'égide du Parti national panafricain de Salifou Achadam, a fait basculer le pays, en tout cas dans la tourmente. Quelle lecture vous avez, on va dire, de cette crise au pays des Gnassingbé, père et fils? Mais c'est comme dans toutes comment dirais-je, les régimes où les gens s'éternisent au pouvoir ou bien où ils en font une dynastie. C'est toujours ça, c'est d'oublier qu'ils sont là, comment dirais, pour le peuple et non qu'ils ont le peuple à disposition. Moi, aujourd'hui, ce que l'opposition veut, le retour, par exemple, à la Constitution de 1992, moi, je crois que, sincèrement, Faure, il est encore jeune, il a la possibilité de se refaire une autre vie. Je ne vois pas après combien de mois faudra-t-il qu'il s'arrête. Moi, je crois qu'il doit prendre la mesure de la situation. Et les leçons à tirer ne sont pas... Il n'a pas besoin d'aller loin pour les chercher. Le Bénin à côté, avec Kérékou qui a été obligé de partir pour les principes de démocratie et qui a pu revenir par la suite. Ça, c'était le côté positif qui lui donne une autre vie après la présidence d'une fois. Il peut revenir si tant est qu'il est aimé par le peuple qu'il est en train de meurtrir actuellement. L'autre leçon vient du Burkina. On sait les relations qu'il y avait entre lui et Blaise Compaoré. Blaise Compaoré était prétendu être son mentor. Mais comment il est parti? Pourquoi pense-t-il que chez lui, ça peut être différent et que l'issue peut être différente? Moi, je crois qu'il doit prendre en compte la volonté de cette frange de sa population qui est conduite actuellement par le leader de l'opposition là. Il doit le prendre en compte et aller tranquillement. Parce que faire un référendum pour endormir les gens, ça ne va pas sauver son peuple. Moi, je crois qu'il doit se réveiller, tirer parti de ces deux exemples-là et faire du Togo vraiment un État démocratique. Merci, M. Semboro, d'être passé nous voir. Merci. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Je vous retrouve dimanche prochain à partir de 18h45 en direct avec notre invité sur la brèche. Bonsoir.